C'est une journaliste principale de la BBC pour l'Iran, Gonch Habibiazad, une journaliste chevronnée de la BBC, démasquée comme militante de l'opposition, après qu'une autre grande reporter de la BBC a suscité l'indignation en publiant une citation réclamant que l'Iran soit bombardé à l'arme nucléaire. Elle s'est révélée être une militante engagée pour un changement de régime, dont la carrière a été lancée par un réseau de propagande fondé par la CIA. De sérieuses questions subsistent quant au processus éditorial de la BBC. Ainsi, cette journaliste a cité un Iranien au hasard appelant à l'anéantissement nucléaire de l'Iran, fabriquant en quelque sorte le consentement pour le déploiement d'une arme nucléaire contre ce pays. Et puis, Wyatt, tu es de travers. Oui, ça se reproduit à chaque fois que tu changes de caméra. Je ne sais pas pourquoi. Je ne changerai plus les caméras. Je viens de le régler en mode vertical. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est qui, bon sang? Elle semble moins expérimentée que nous, disons, mais elle est présentée comme correspondante principale pour la BBC. C'est qui ce personnage louche? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une femme de 27 ans qui, après seulement 4 ans, a été nommée journaliste principale à la BBC, ce qui est un poste plutôt prestigieux. La plupart des journalistes qui travaillent à la BBC n'atteignent jamais ce niveau. C'est donc un poste réservé. C'est presque comme une voie vers la direction. Il implique des décisions éditoriales, et elle a été placée dans ce type de poste éditorial supérieur après seulement 4 ans de journalisme. J'ai consulté une offre d'emploi pour un poste similaire, celui de journaliste principal à la BBC, et j'ai constaté que l'exigence minimale était de 8 à 10 ans d'expérience dans le domaine du journalisme. Elle en a moins de la moitié. Donc vous voyez, c'est une excellente question. Comment est-elle arrivée à ce poste? La réalité semble être qu'elle a essentiellement été choisie à la main pour insérer une série de prétendues citations d'Iraniens dans le discours public. Elle a été sélectionnée, évidemment, parce qu'elle a grandi en Iran, qu'elle parle la langue et qu'elle peut être une bien meilleure chuchoteuse de protestation que quelqu'un comme sa collègue que nous avons déjà exposée. Une femme nommée Deepa Parent, qui serait soi-disant française. Je suppose qu'elle vit en France, mais à ma connaissance, ce n'est pas une locutrice native du français. C'est une femme indienne qui a épousé un Français et a adopté le nom de famille Parent, ou Parente, comme elle aime le dire dans les interviews. C'était une blogueuse mode en Inde qui s'est mise à faire la promotion de tous ces chiffres de morts issus des soi-disant manifestations, qui étaient en réalité des émeutes visant un changement de régime. C'est elle qui a lancé le chiffre de 30 000 morts, que Trump a maintenant gonflé à 45 000. Elle a en gros multiplié le véritable nombre de morts par 10, et elle est apparue de nulle part dans The Guardian. Il s'avère qu'elle a collaboré avec cette femme, Habibiazad. Ouais, ils ont l'air de mauvais garçons quand tu les entends dans le podcast. Au fait, elle a supprimé son compte Twitter après que tu l'as exposé. Mais elle a collaboré avec cette femme, Habibiazad, qui, comme tu peux le voir ici, a cité un article iranien aléatoire sur Reddit. La personne disait quelque chose comme « À propos du fait de frapper les infrastructures énergétiques, d'utiliser une bombe atomique ou de raser l'Iran, honnêtement, je suis d'accord avec tout ça. » Et ensuite, la BBC a discrètement supprimé cette citation. Mais tu as découvert que cette femme, Habibi Gonche Azad, était une militante dévouée au changement de régime depuis des années. C'est exact. Tout cela a commencé hier, lorsque le compte Zay Squirrel et quelques autres comptes anti-impérialistes ont remarqué que cette citation avait été blanchie par la BBC. Cette citation horrifiante d'un prétendu Iranien
invitant les États-Unis à bombarder leur propre pays. Toutes sortes de questions ont été posées. S'agit-il d'un véritable Iranien? Cette personne existe-t-elle réellement? Ou n'est-ce qu'un produit de l'imagination d'un journaliste de la BBC obsédé par le changement de régime? Est-ce une personne réelle? Et plutôt que de répondre à l'une de ces questions, Habibi Azad a choisi de modifier la citation sans donner la moindre explication ni offrir la moindre raison pour justifier ce geste. Ils l'ont changé en quelque chose de bien plus anodin, de bien moins choquant. Aucune explication. Et ensuite, cette autrice, Gauthier Habibi Azad, a commencé à bloquer des gens sur tous les réseaux sociaux. Ceux qui faisaient remarquer qu'il s'agissait d'une faute journalistique flagrante, qu'elle avait soit inventé la source de la citation, soit, au minimum, qu'elle incitait à une frappe nucléaire contre son propre pays et cherchait à fabriquer le consentement pour cela. Et bloqué är det för snart att bli sist i spe. Oh eh bien, oui. Ils ne sont censés bloquer les utilisateurs des réseaux sociaux que dans des circonstances extrêmes de harcèlement personnel. Ce n'est pas censé être, selon leurs directives internes, une manière de réagir à des critiques légitimes, ce qui est manifestement le cas ici. L'affaire a été reprise un peu partout. L'article que j'ai rédigé tard hier soir et ce matin est devenu quasiment viral. Plusieurs publications soulignant ce point sont devenues virales aussi. La femme en question, Habibi Azad, a en quelque sorte verrouillé ses comptes sur les réseaux sociaux. Elle n'a plus rien publié depuis. Son profil LinkedIn a été supprimé. Donc ils font la même chose que Deepa Paran la dernière fois, c'est-à-dire se défiler, refuser d'aborder le sujet. J'imagine que dans quelques jours, elle commencera à repartager des tweets de collègues, laissant entendre d'une certaine manière que c'est du sexisme ou que, vous savez, nous sommes de mauvaises personnes pour avoir souligné cela. Mais la réalité, c'est que oui, cette femme, dès le tout début, immédiatement après avoir obtenu son diplôme d'une université publique, un cursus de 4 ans à l'université de Téhéran, une université très prestigieuse en Iran, juste après avoir bénéficié de dizaines de milliers de dollars de frais de scolarité payés par les contribuables iraniens, est partie à l'étranger et a commencé à travailler pour une filiale de Radio Free Europe, Radio Liberty, un poste de propagande fondé par la CIA et décrit ouvertement comme un effort pour subvertir le communisme, pour subvertir l'Union soviétique, lorsqu'il a été créé en 1949 par Allen Dulles. C'est là qu'elle est allée faire son stage en journalisme après avoir obtenu son diplôme. Elle a obtenu un master d'1 an en journalisme, puis elle s'est lancée, n'est-ce pas? Elle travaillait pour RFE et elle travaillait aussi pour un réseau d'opposition iranien appelé Manjar TV. Si tu vas sur leur page, sur leur chaîne YouTube, et que tu regardes les vidéos qu'ils publient, cela ressemble essentiellement à une galerie familiale de réunions de la famille Pahlavi. Juste une série de photos sous différents angles de Reza Pahlavi ayant l'air inspirant. Cela représente environ 50% du contenu qu'ils produisent. Donc tu vois, elle travaillait simultanément pour un média de propagande du gouvernement américain fondé par la CIA et pour un média d'opposition anti-iranien. Puis, lorsqu'elle s'est impliquée dans les manifestations Femmes, Vie, Liberté, qui ont rapidement dégénéré en émeutes en Iran en 2022, cela a semblé être son grand tournant. Vous savez, la BBC a apparemment examiné le travail de cette femme, ce qu'elle avait produit, et j'imagine qu'ils ont aimé ce qu'ils ont vu, puisqu'ils ont décidé de l'intégrer à leur équipe Verify, après son travail de documentation de ces manifestations, en les édulcorant et en les faisant paraître moins violentes qu'elles ne l'étaient. La grande opportunité, d'après ce que j'ai pu comprendre, est venue après sa collaboration avec Deepa Paran, au cours de laquelle elles ont affirmé à tort que les Basiji,
une sorte de force paramilitaire en Iran affiliée au gouvernement, tirait sur les manifestants dans les parties génitales parce qu'ils étaient des hommes sexuellement frustrés, et que c'était ainsi qu'ils décidaient de se défouler sur les femmes dans la rue. C'est une histoire absurde. Elles ont tout de même inclus quelques éléments de preuve, notamment une photo de totes permpron. Il semblait qu'aucune personne n'avait été blessée par balle près de la zone génitale. Aucune photo ne montre quoi que ce soit de ce genre. Il existe 3 photos montrant qu'une personne en Iran, durant cette période, a été touchée par des plombs, mais elles n'apportent aucune preuve des affirmations horrifiantes mises en avant dans le titre. Cela n'a jamais été évoqué dans l'entretien que j'ai décrit, où Deepa Paran et Gauthier Habibi-Azad se remémorent en quelque sorte la manière dont ils ont élaboré cet article. À la place, ils expliquent qu'ils se sont essentiellement contentés d'interagir avec ce réseau de médecins douteux. Et c'est un groupe que nous avions déjà abordé dans notre précédent reportage sur Deepa Paran. C'est un réseau lié aux monarchistes, composé de dizaines de prétendus médecins en Iran, qui se trouvent derrière certaines des affirmations les plus incendiaires, des citations les plus absurdes et des récits relayés par la presse occidentale pendant toute cette période post-janvier en Iran. Ce réseau supposé de médecins est à l'origine, tout d'abord, du bilan de morts absurde. 30 000 personnes prétendument tuées par des armes légères en 2 jours par la police iranienne. C'est de là que vient ce chiffre. Et je me rends compte maintenant, en rédigeant ce rapport, que c'est aussi de là qu'est venue l'affirmation selon laquelle les forces de sécurité iraniennes auraient visé les femmes en leur tirant dans les organes génitaux. En somme, c'est une véritable usine à désinformation, une chaîne de production mise en place. Et des personnes comme Deepa Paran et Gauthier Habibi-Azad sont en quelque sorte des esclaves salariés sans esprit critique, qui produisent ce genre de choses à la chaîne pour les balancer ensuite au visage du public occidental. Et à cet égard, il est assez logique qu'ils choisissent des idiots sans expérience. Ils ne veulent pas de journalistes légitimes qui feraient réellement le travail de vérification nécessaire pour traiter une histoire de ce genre. Aller sur le terrain et dire « D'accord, nous avons des sources qui… » Parce que Max, toi et moi avons déjà travaillé sur une histoire de ce type où nous avions entendu des choses très horribles et nous avons dit « D'accord, nous avons des sources à ce sujet. » Nous avons refusé de publier cet article parce que nous ne pouvions pas vérifier qu'une de nos sources n'était pas motivée idéologiquement en le disant. C'est ainsi que le journalisme est censé être. Et pour moi, c'est probablement la raison pour laquelle ces personnes ont été élevées à ces postes d'autorité. Parce que ceux qui prennent les décisions à la BBC comprennent qu'ils ne savent rien, qu'ils sont idiots. Ce sont de jeunes gens d'une vingtaine d'années qui ont choisi ce domaine parce qu'il leur semblait offrir quelque chose à faire, quelque chose d'amusant. Deepa Paran, une blogueuse de mode. Elle aime écrire sur les robes. Et puis, quelques années plus tard, elle se retrouve plongée au cœur d'une nouvelle guerre froide. Cela n'inspire pas vraiment confiance, mais je pense que c'est un peu le but. Et Deepa Paran a été subventionné par le milliardaire Pierre Omidyar, proche de la CIA et partisan du changement de régime, par l'intermédiaire de cette façade au sein du Guardian, Humanity United. Si vous regardez ces articles, vous pouvez voir dans le coin supérieur gauche qu'une ONG appelée Humanity United les parraine, et c'est Omidyar. Elle est dirigée par sa femme. Le Guardian a donc beaucoup à expliquer, tout comme la BBC, qui viole ses propres pratiques de recrutement déclarées, sa propre politique éditoriale, puis les directives éditoriales établies en supprimant discrètement une citation au hasard, en fabriquant le consentement pour bombarder l'Iran et en adoucissant le tout sans le reconnaître. C'est un énorme scandale,
without acknowledging that at all is a huge scandal. And it speaks to what the BBC has been doing in Iran through BBC. Et cela illustre ce que la BBC fait en Iran à travers BBC Persia. C'est un mécanisme sophistiqué de propagande en faveur d'un changement de régime, dirigé sous les auspices du Foreign, Commonwealth and Development Office britannique, en gros leur équivalent du département d'État, qui collabore lui-même avec le MI6. Vous savez, il y a ce réseau de changement de régime monarchiste hardcore, un peu bricolé, Iran International, qui semble désormais être largement contrôlé par Israël. Mais BBC Persia, c'est la branche sophistiquée. Et la principale branche anglophone de la BBC a embauché cette militante monarchiste, comme vous l'avez révélé, en tant que correspondante principale, qui a déclaré White qu'elle n'interviewait que des militants de l'opposition. N'a-t-elle pas dit cela ouvertement dans un article qu'elle a publié sur le site de la BBC? La deuxième phrase décrivait la réaction des Iraniens à l'abattage du jet américain. Je vais simplement te lire le premier paragraphe. J'ai demandé à certains de mes contacts en Iran ce qu'ils pensaient de l'abattage du jet américain. Tous ceux à qui j'ai parlé sont opposés à l'actuel régime. Et regarde, tu as vu les vidéos de ces marches qui ont lieu chaque soir dans tout l'Iran. Des millions de personnes dans les rues, dont beaucoup étaient contre le régime en place, ou du moins l'étaient, jusqu'à ce que les États-Unis commencent à bombarder leur pays sans distinction. Mais j'essaie de souligner ici, comprends-tu à quel point il est difficile uniquement avec des Iraniens qui détestent leur gouvernement? Il faut vraiment faire des efforts considérables. Il y a des dizaines de millions d'Iraniens qui soutiennent leur gouvernement. Il faut être soit extrêmement isolé socialement, vivant dans une bulle de richesse extrême, soit se forcer délibérément à éviter et à s'isoler de la majorité du peuple iranien pour ne connaître que des personnes opposées à l'establishment actuel. C'est une accusation accablante. Cela te montre exactement à qui elle parle, exactement quelle perspective tu obtiens. Tu n'entendras jamais personne qui soutient le gouvernement parce que c'est impossible. Elle refuse d'interagir avec eux. Donc ce n'est pas du journalisme, c'est de la propagande. C'est un recyclage de discours en faveur d'un changement de régime. C'est un recyclage de propagande de guerre. Et cela illustre parfaitement, comme vous l'avez souligné, tout l'objectif de groupes comme BBC Persian, qui sont directement gérés par le Foreign Office britannique et étroitement liés au service de renseignement britannique. Je pense donc que c'est une parfaite illustration de la manière dont l'industrie de la propagande de guerre fonctionne et s'emploie à fabriquer le consentement pour une guerre qui autrement serait extrêmement impopulaire. Cela renvoie à ce dont vous et Aaron parliez plus tôt à propos de la responsabilité de protéger. Si l'on parvient à convaincre les publics occidentaux que les Iraniens détestent tellement leur gouvernement qu'ils sont prêts à subir une explosion nucléaire chez eux, alors pourquoi ne pas leur donner ce qu'ils veulent? Eh bien, c'est un reportage fantastique, Wyatt. Cela met vraiment en lumière l'importance des médias indépendants à une époque où les médias d'État, des organes de propagande d'État comme la BBC, des médias pseudo-progressistes traditionnels comme The Guardian et pratiquement l'ensemble des médias occidentaux se dévoilent eux-mêmes. On peut constater leur échec dans leur manière de tenter de rattraper leur retard. Si l'on revient à nos entretiens avec le professeur Mohammad Marandi, qui est tellement diffamé dans les médias occidentaux alors qu'il met ses intervieweurs en pièces, il avait averti de toutes les conséquences qu'aurait le déclenchement d'une guerre contre l'Iran, avec une précision totale, ici et sur de nombreuses autres chaînes indépendantes et contre-hégémoniques. Tout ce qu'il avait prédit s'est réalisé, mais nous ne voyons pas cela dans ces médias-là.
but we weren't seeing this from these outlets. And now you have the BBC manufacturing consent for a nuclear Et maintenant, strike la on BBC Iran, fabrique le consentement pour une frappe nucléaire contre l'Iran et viole toutes ses politiques éditoriales. Ces chaînes sont infestées d'activistes de l'opposition monarchiste, se faisant passer pour des journalistes. Et c'est exactement ce que nous avions révélé pendant le génocide de Gaza, sous la direction de Jeffrey Gettleman, le journaliste discrédité du New York Times, responsable de Screams Without Words. Cet article discrédité et démystifié, qui faisait la promotion du canular des viols de masse du Hamas du 7 octobre en une du New York Times, qui travaillait directement sous ses ordres. Ce n'était pas une Israélienne pro-génocide sans expérience journalistique, Anat Schwartz. Et ensuite, ils l'ont discrètement renvoyée. La BBC imposera-t-elle la moindre sanction à cette journaliste? J'en doute. Mais grâce à votre reportage et à votre analyse ici, de plus en plus de gens peuvent réellement voir comment la machine fonctionne. More and more people can actually see how the sausage is made.